Poursuivons notre récit sur l'habitabilité de la planète Mars à travers le temps. Après moins 3 milliards d'années, on entre dans une troisième ère sur Mars qu'on appelle l'ère amazonienne. C'est l'ère que nous continuons à vivre aujourd'hui. On imagine là une atmosphère relativement fine, pas propice à l'eau liquide, et puis quelque chose d'assez stable. Vraiment stable? Pas tout à fait. En réalité, tout indique que Mars, pendant toute cette période, pendant tous ces milliards d'années, a subi de nombreux changements, notamment au niveau du climat, en lien avec ce qu'on appelle les cycles de Milankovitch. Les cycles de Milankovitch, qu'est-ce que c'est? C'est un mot qui a été inventé pour la Terre pour expliquer certaines variations climatiques dans le passé. Ils sont souvent générés par exemple par les variations de l'inclinaison de l'axe de rotation par rapport au plan de l'orbite. Sur Terre, cette variation est de plus ou moins 1,4 degré et on pense que c'est cela qui est à l'origine de la formation des ères glaciaires, interglaciaires, donc des changements climatiques majeurs. Sur Mars, on a pu montrer que l'axe de rotation a pu s'incliner entre 0 degré et plus de 60 degrés. L'obliquité varie considérablement. Alors évidemment, on peut imaginer des grandes variations climatiques. On imagine que si l'obliquité était plus basse qu'aujourd'hui, par exemple de 5 degrés ou de 10 degrés, à ce moment-là, peut-être que l'atmosphère de CO2, qui existe encore aujourd'hui, a pu former des glaciers de glace carbonique. Bref, l'atmosphère s'est complètement effondrée sous forme de glace et il ne restait plus qu'une atmosphère ténue d'azote et d'argon. Et on peut se poser la question de savoir si, à ce moment-là, n'ont pas été effacées de nombreuses archives géologiques qui dateraient de l'époque précédente. Quel genre de photochimie on a pu avoir là-dedans? On n'en sait rien, mais on mène l'enquête. Inversement, lorsque l'obliquité de la planète Mars a pu dépasser la valeur d'aujourd'hui jusqu'à 30, 40, voire 60 degrés, tout indique qu'elle était alors beaucoup plus humide. Alors, pas beaucoup plus chaude, mais certainement beaucoup plus riche en nuages, en glace. Et on peut montrer qu'une grande partie de la surface de Mars a alors pu être recouverte de glaciers, de sédiments d'origine glaciaire, etc., etc. Alors, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue de l'habitabilité et de l'eau liquide? Eh bien, dans les archives géologiques de ces époques-là, en particulier lorsque Mars était à haute obliquité, il semble qu'il y a pu avoir parfois quelques écoulements très énigmatiques, hein, mais on voit parfois des petits ruisseaux et qui semblent indiquer qu'il y a pu, de manière extrêmement épisodique, avoir de l'eau liquide. Tout ça est encore spéculatif et en particulier, on peut imaginer que certaines de ces traces se sont formées en fait sous les glaciers. On trouve ça sur Terre, ce sont des écoulements sous-glaciaires, pourquoi pas sur Mars? Enfin, nous arrivons à l'époque actuelle, aujourd'hui, où je vous ai dit qu'il était peu probable qu'il se forme de l'eau liquide à la surface. On n'en a jamais vu et la pression est en théorie trop faible pour que de l'eau liquide puisse vraiment se former et être stable. Néanmoins, on a observé quelques indices intrigants sur la formation d'eau liquide et ils ont souvent fait la une des journaux ces dernières années. En l'an 2000, par exemple, la caméra de la sonde Mars Global Surveyor a détecté des ravines, en anglais on appelle ça des gullies, absolument fascinantes, qui semblent correspondre exactement à ce que l'on trouve sur Terre lorsqu'il y a de l'eau liquide qui déclenche des éboulements de terrain, des debris flows, on appelle ça, le tout en présence de neige qui fond par exemple dans les montagnes. Alors on a pu spéculer à l'époque que c'était parce qu'il y avait des sources, des nappes aquifères sous la surface, l'eau jaillissait et formait ces ravines. Ensuite on s'est dit, bah non, probablement pas, peut-être que ce sont des ravines qui sont formées il y a quelques centaines de milliers d'années, lorsque par exemple l'obliquité était plus élevée qu'aujourd'hui, et puis de temps en temps, la glace abondante alors pouvait fondre et former ces ravines. Et puis plus récemment, on a pu démontrer qu'on se trompait complètement. Ces ravines qui ressemblent vraiment à des petits ruisseaux de liquide ne sont pas formées du tout par l'eau liquide. Tout indique qu'elles sont formées en fait par la glace carbonique, à moins 135 degrés. Simplement, après s'être formée pendant l'hiver, lorsqu'il fait très froid, lorsque le printemps revient, le soleil chauffe la glace carbonique et on pense qu'à ce moment-là, la sublimation, donc le passage de l'état solide à l'état gazeux du CO2, crée des conditions telles que les débris qui sont sur les pentes vont couler, fluidisés par les gaz, le CO2, et former ce qui semble être un écoulement, mais en fait un écoulement sec, sans du tout d'eau liquide. Rien, aucune chance pour les bactéries de profiter de cet écoulement. De la même manière, plus récemment, à partir de 2011, on a découvert un phénomène très amusant qu'on a appelé en anglais les Reculum Slope Lineae, RSL dans notre jargon, qui sont des écoulements un peu sombres qui jour après jour semblent s'écouler sur les pentes les plus chaudes de Mars. Alors c'est marrant parce que ce sont des régions où la température est supérieure à 0 degré. Il y en a vite fait, lorsqu'on va un petit peu vite, de penser que peut-être qu'il y a de l'eau liquide, peut-être de l'eau liquide sous forme de saumure, une eau qui serait stabilisée par la présence d'une grande quantité de sel, et ça formerait ça.
On a énormément parlé de ces résultats en 2015 lorsque la NASA a annoncé qu'elle avait découvert des traces de sel exactement où on trouve ces fameuses RSL, ces écoulements. À ce moment-là, il y a eu un buzz extraordinaire où quasiment les journalistes demandaient aux chercheurs en question, auteurs de l'étude, s'ils avaient découvert des grenouilles sur Mars. Non, il n'y a pas de grenouilles sur Mars et en fait depuis, d'autres travaux ont démontré que non, il n'y avait pas de saumure, il n'y avait pas de sel et même on pense que ces écoulements sont d'origine purement sèche, liés à la manière dont les grains se comportent lorsqu'ils sont chauffés très fort dans l'après-midi. Donc, aucune trace d'eau liquide sur la planète Mars. On peut quand même spéculer que s'il n'y en a pas du tout à la surface ou dans le proche sous-sol, il pourrait y en avoir en profondeur. En effet, sur Mars, comme sur Terre, lorsqu'on s'enfonce dans la croûte, eh bien, la température augmente. Si on trouve de la glace au début, on peut imaginer qu'à une certaine profondeur, on va dépasser 0 degré. S'il y a encore de l'eau, sous forme H2O, ça va faire de l'eau liquide, peut-être des nappes aquifères. On est là à plusieurs milliers de mètres de profondeur. Pour cela, on avait d'ailleurs créé un radar dédié à cela sur la sonde Mars Express qui s'appelle Mars 6, mais qui n'a jamais vraiment réussi à détecter ces nappes aquifères que l'on pensait pourtant facilement trouver. La raison, en fait, c'est plutôt que le radar ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Néanmoins, il n'y a pas si longtemps que ça, ce radar a pu trouver peut-être sous la calotte polaire sud, une trace, une petite nappe d'eau liquide, en tout cas une nappe qui semble réfléchir le rayonnement du radar, comme si c'était de l'eau liquide. Les auteurs de premières études ont conclu qu'il devait y avoir une nappe aquifère, peut-être propice à la vie. D'autres ont remis en question ces résultats en se disant « Ah, mais peut-être certaines roches pourraient avoir la même signature, des roches tout à fait sèches. » Néanmoins, la théorie nous indique qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas, au moins à une certaine profondeur, un peu d'eau liquide en émat aquifère. Et là, évidemment, c'est fascinant parce que si la vie est apparue il y a 3 ou 4 milliards d'années, pourquoi ne se serait-elle pas réfugiée en profondeur? Sur Terre, partout où vous allez à 4, 5, 6 000 mètres de profondeur, on va trouver une vie abondante et il n'y a pas de raison que ce ne soit pas arrivé sur Mars. Donc on se dit, un des aspects de la recherche de vie sur Mars, ce sera de faire un forage très profond, comme on peut faire sur Terre, et de récupérer des échantillons et de voir ce que l'on trouve. Le problème, c'est que faire ça, par exemple, avec des robots, ça semble une complexité extraordinaire. Peut-être faudra-t-il envoyer des astronautes. Et encore, ce sera difficile. En attendant, d'autres chercheurs se sont dit qu'on pourrait peut-être essayer de détecter une vie profonde comme celle-là, une activité biologique, on va dire en reniflant, pour voir s'il n'y avait pas des gaz un peu étonnants qui auraient pu être émis par ces bactéries. C'est ainsi qu'on a conçu certains instruments et même une mission spatiale entière de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle le Trace Gas Orbiter, dont la motivation est de détecter des gaz traces dans l'atmosphère qui pourraient révéler une activité volcanique, voire biologique. Alors, on a effectivement cru qu'on avait détecté un gaz de ce type-là, c'est le méthane. Le méthane est un gaz très courant, abondant sur Terre et sur d'autres astres, mais sur Mars, c'était très étonnant d'en trouver. Alors, sur Terre, le méthane que l'on trouve est d'origine biologique, donc le fait d'en trouver sur Mars a été l'origine d'une grande excitation. Le problème, c'est qu'on n'est pas certain qu'il y en ait vraiment. Alors, tout a commencé dans les années 2000, on a détecté du méthane avec des télescopes, mais c'était très difficile. Ensuite, le robot Curiosity, qui est arrivé en 2012, a commencé à vérifier si on trouvait du méthane. Au début, il n'en voit pas beaucoup, ou pas du tout. Ensuite, il en a vu un petit peu, quelques fractions de parties par milliard, c'est-à-dire une molécule de méthane pour 2 milliards de molécules d'air, donc très très peu, mais néanmoins, c'était déjà surprenant. Et puis, de temps en temps, Curiosity a détecté le passage d'espèces de panache de méthane, jusqu'à 10 parties par milliard. Une grande surprise. On s'est dit, mais c'est incroyable. Il y a donc des sources, quelque part à la surface de Mars, qui envoient du méthane dans l'atmosphère, et cette source devait être abondante. Comme il y a très peu de volcanisme actuellement, on se pose vraiment la question. Est-ce que ce seraient nos fameuses bactéries souterraines? Ensuite est arrivé le Trace Gas Orbiter de l'Agence spatiale européenne, équipé de spectromètres très 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 sensibles, capables de détecter des quantités infimes de méthane, 50 fois plus sensibles que Curiosity. Et la réponse a été « je ne vois rien ». Le Trace Gas Orbiter n'a rien détecté dans l'atmosphère à toutes les latitudes, que ce soit au pôle ou à l'équateur. Le problème, c'est qu'il n'est pas capable de regarder exactement là où est le robot Curiosity. Donc on se retrouve avec une espèce d'énigme scientifique. Curiosity voit du méthane au fond du cratère Gale, là où il conduit son exploration. Le Trace Gas Orbiter n'en voit nulle part, mais il n'est pas capable de regarder exactement la Curiosity. Donc il y a une polémique, un débat, et l'enquête est en cours. J'arrive maintenant à ma conclusion. On a vu que les conditions étaient propices sur Mars pour l'eau liquide, et donc peut-être à la vie, il y a
3,5, 4 milliards d'années. Ça va peut-être continuer un petit peu, et en particulier, on peut spéculer que à grande profondeur sur Mars, il pourrait encore y avoir une activité biologique active. D'une part, les robogéologues et exobiologistes explorent le fond d'anciens lacs aujourd'hui asséchés, essayent d'examiner les sédiments. Bientôt, on va les ramener sur Terre et on pourra regarder si on trouve des traces fossiles. On ne pense pas trouver un coquillage, mais peut-être certaines molécules vont nous indiquer qu'il y a une activité très particulière, voire une activité biologique. Dans un lointain avenir, on sera peut-être capable de faire un forage profond et d'aller récupérer des roches imbibées d'eau dans une nappe aquifère, là où sur Terre on trouve facilement des bactéries. Quels seront les résultats de cette enquête? Alors, si on ne trouve rien du tout, on se dira il ne suffit pas d'avoir de l'eau liquide pour que quelque chose démarre. Il a fallu quelque chose de supplémentaire sur Terre pour qu'une chimie particulière génère la vie. Si on trouve un petit peu, on trouve des molécules étonnantes, peut-être, en s'y prenant bien, à terme, on pourra trouver des étapes entre le non-vivant et le vivant, quelque chose qu'on ne trouve pas du tout sur Terre. Sur Terre, la moindre molécule organique est souvent d'origine biologique, moderne, avec des bactéries très sophistiquées. Et puis enfin, si on trouve littéralement des traces de vie, voire une vie active en profondeur. Alors là se posera une question fascinante, c'est de savoir si c'est une nouvelle genèse ou au contraire cette vie ressemble à celle de la Terre. Cette vie pourrait ressembler à celle de la Terre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque les planètes étaient jeunes, à l'époque où la vie est apparue sur Terre et où peut-être la vie est apparue sur Mars, les deux planètes échangeaient des roches. En effet, il y avait beaucoup d'impacts. Certains de ces impacts éjectaient des roches dans l'espace. Ces roches, au bout de quelques milliers d'années, retombaient sur l'autre planète. En particulier, on pense qu'il y a 20% des roches qui ont été éjectées de Mars ont fini par tomber sur Terre. Donc peut-être que la vie est apparue sur Mars et que cette vie a fini par ensemencer la Terre. Ou l'inverse. Bref, peut-être que les deux vies ne sont pas indépendantes. À ce moment-là, si on trouve de la vie une vie identique sur Mars que sur la Terre, on ne pourra pas conclure qu'il est facile que la vie démarre dès qu'on a de l'eau liquide. Si on découvre sur Mars une seconde genèse, c'est-à-dire des formes de vie sans aucun rapport avec ce que l'on trouve sur Terre, basées sur autre chose que de l'ADN par exemple, à ce moment-là, ça voudra dire que dès qu'il y a de l'eau liquide quelque part, avec les ingrédients qui vont bien, alors une chimie complexe qui pourra donner une forme de vie démarre. Et ce sera la preuve que peut-être partout ailleurs dans la galaxie, dès qu'il y a un océan, des lacs, des rivières, une forme de vie a peut-être pu démarrer.